Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve pour cette deuxième partie du chapitre 2 sur les questions d'appropriation, de protection des mers et des océans, avec cette fois une partie qui pose la question de la liberté de circulation et de la sécurité sur les mers et les océans. On va d'abord s'intéresser, dans une première sous-partie, à la liberté de circulation. La liberté de circulation, bah, c'est quoi? C'est un principe de libre circulation qui veut dire que, tous les navires de tous les pays peuvent circuler et ce principe s'applique y compris dans les ZEE qui appartiennent aux États. Alors l'objectif, bien sûr, de cette libre circulation, c'est de faciliter le commerce international et ça se voit très bien, par exemple, dans les détroits. Le détroit, même s'il est proche d'un pays, eh bien, la convention de Montego Bay, celle dont on a parlé pour les ZEE, elle dit qu'il y a un principe de libre circulation dans les détroits qui ne peut pas être mis en cause par les États proches. Ils n'ont pas le droit d'interdire à certains navires de passer, ils n'ont pas le droit de prendre des taxes. Et ça, c'est une grande différence avec les canaux, hein. Rappelez-vous le canal de Panama ou le canal de Suez, les États, l'Égypte ou le Panama, peuvent prendre des taxes et prennent des taxes très très chères. Un des trois, il y a une libre circulation totale, il n'y a pas le droit de prendre des taxes. Sauf que bah, il y a des pays, ça les arrange pas. Donc ça peut amener à des tensions. On va prendre encore une fois l'exemple de l'Arctique. Alors, l'Arctique, on est sur une zone théoriquement recouverte par la banquise, hein, donc à nouveau, on est sur une projection polaire. Prenez le temps de repérer les continents. Ici, vous avez l'océan Arctique, qui est souvent recouvert par les glaces. Mais on est dans un contexte de réchauffement climatique qui fait que la banquise en Arctique, donc la zone recouverte par les glaces, diminue d'année en année. Et donc, on commence à se dire, parce qu'il y a des gens que ça arrange, même si ça arrange pas le reste de la planète, c'est qu'on peut tracer une nouvelle route qui passe par l'océan Arctique, soit en longeant la Russie, soit en longeant le Canada et les États-Unis, pour gagner du temps. Par exemple, si on prend celle pour aller de Londres à Yokohama, au Japon, si on passe par la Russie, au lieu de faire le tour par le détroit de Gibraltar, le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit de Malacca, eh ben, on gagne beaucoup de temps. On gagne presque 10 000 kilomètres. Donc c'est intéressant. Donc on est dans ce contexte-là, sauf que, bah, déjà ça se voit très bien, le plus grand des détroits, c'est le détroit de Bering qui est ici. On a des détroits sur cette route et donc hop, je vous mets une carte où on voit bien, ces routes qui sont là en pointillé. On voit qu'elles passent par, donc ce détroit ici, le détroit de Bering, puis même d'autres le long du truc. Les pays qui sont proches, notamment, le Canada ici, les États-Unis ou la Russie, disent: «Bah, les détroits, il faudrait que ça appartienne à nos eaux territoriales», donc vous vous rappelez la première bande de la ZEE, et ils veulent pouvoir les contrôler fortement. Alors qu'il y a d'autres pays qui veulent appliquer le même statut que les autres détroits, c'est-à-dire une libre circulation totale. C'est-à-dire pour la Russie, elle, ça l'arrange que les détroits appartiennent fortement à sa ZEE pour pouvoir les contrôler. D'autres pays s'y opposent. Donc voilà, il y a vous voyez, des tensions autour de la libre circulation. Mais il y a, quelque chose qui menace encore plus la libre circulation que les tensions diplomatiques, c'est la menace des pirates. Alors les pirates, je sais que vous avez ce genre d'image en tête. Non, les pirates ne ressemblent plus à ça. Les pirates maintenant, en fait, ils ressemblent plutôt à ça. C'est-à-dire, qu'ils se battent avec des armes à feu, avec du matériel de guerre et on assiste à, une recrudescence, c'est-à-dire une augmentation des actes de piraterie à partir des années 2000 et encore aujourd'hui et j'aimerais, vous montrer une vidéo qui se passe dans le golfe de Guinée. Donc je vous ai mis une petite carte du golfe de Guinée, hein, on est ici, heu, en Afrique. Et j'aimerais que vous la regardiez, elle est bien. Vous allez voir un chef pirate qui explique pourquoi il fait de la piraterie. C'est intéressant, en plus il est mort peu de temps après la vidéo, donc c'est un témoignage qui est quand même un petit peu exceptionnel. Regardez jusqu'à 4 minutes 45, hein, pas en entier, juste, même pas les 5 premières minutes. Moi je vous conseille vraiment de la regarder. Essayez de répondre à ces questions-là, heu, d'avoir en tête qu'est-ce qu'ils font, qui est-ce qu'ils vont viser. Ils vont parler de 2 types de pirates et à chaque fois la région du monde dans laquelle ils agissent. Comment ces pirates vont justifier leurs actions de piraterie et pourquoi la France intervient contre les pirates. Donc regardez la vidéo,
jusqu'à 4 minutes 45, hein, et en pensant à ces questions. Et maintenant que vous avez vu cette vidéo, on va corriger ces questions. Prenez bien la correction, ça fera partie du cours. Déjà, que font les pirates? Bon, bah, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont détourner des bateaux, pour de l'argent, c'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils vont voler des marchandises. Donc, première chose qu'ils font, c'est qu'ils volent des marchandises et un deuxième élément qui n'est pas présent dans la vidéo, ils peuvent également prendre des gens en otage, pour demander des rançons. C'est une autre façon pour eux de gagner de l'argent. Ensuite, qui est visé par les pirates? Alors, d'après la vidéo, ils visent en particulier les bateaux qui travaillent pour l'industrie pétrolière, mais aussi les zones d'exploitation, c'est-à-dire les stations de pompage ou les pipelines, c'est-à-dire c'est les tubes qui permettent d'exporter le pétrole, qui appartiennent aux grandes compagnies pétrolières comme British Petroleum, Shell, Total, des puissances étrangères. Donc eux, ils s'attaquent surtout, voilà, à l'industrie pétrolière. Ça arrive aussi moins souvent, qu'ils s'attaquent à des touristes, qui passent par là, hein. Par exemple, je vous parlais des prises d'otages dans ce contexte-là, mais c'est surtout, l'industrie pétrolière. Ensuite, troisième question, quels sont les 2 types de pirates et où agissent-ils? Alors, dans le reportage, il parle de 2 types de pirates. Il parle des pirates au large de la Somalie, c'est ici, vers la corne de l'Afrique, hein, cette forme de corne. Les pirates au large de la Somalie, c'est des pêcheurs pirates. C'est-à-dire que c'est des pêcheurs, mais la pêche ne leur rapporte pas assez d'argent. Ils continuent à vivre dans la misère et donc, parfois, ils ont une activité de complément, qui peut être de la piraterie. Alors que les pirates de Golfe de Guinée, ceux qu'on voit dans la vidéo, hein, comme le chef pirate qu'on rencontre dans la vidéo, eux, c'est des pirates professionnels. Ils sont très expérimentés et c'est devenu leur métier. Et comment ces pirates justifient leur action? Eh bien, ce qu'ils expliquent, ce que le chef pirate explique, c'est que les compagnies pétrolières créent le chaos au Nigeria et qu'elles sont pas honnêtes. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que les compagnies pétrolières internationales exploitent les ressources du Nigeria à la place des habitants du Nigeria. C'est-à-dire, c'est qu'ils viennent piller les ressources du Nigeria. C'est cette impression-là qui fait que pour les pirates, c'est normal de leur voler en retour, ce qui est leur travail, puisque eux, ils ont volé les ressources du pays. C'est ça l'argument. Et dernière question, pourquoi la France intervient contre les pirates? Alors l'argument, c'est pour défendre les intérêts de la France, parce qu'il y a des compagnies françaises avec des employés français. Total, c'est une compagnie française, par exemple, et donc il faut défendre ces employés français. On va porter secours aux ressortissants, hein, c'est le mot qui est employé, c'est-à-dire aux citoyens français. En plus, il y a un enjeu économique. Le golfe de Guinée, il produit 20% des importations françaises de pétrole et donc il y a une volonté de protéger ses intérêts économiques. Donc voilà, ça c'était toutes les informations que vous avez dans cette vidéo, dans les 5 premières minutes de la vidéo. On va revenir à cette carte. Je veux que vous regardez un peu en rouge, c'est les principales zones de piraterie. Donc on a parlé du golfe de Guinée et de la Corne de l'Afrique. Donc notez-le, hein, les principales zones de piraterie, le golfe de Guinée, au large de la Somalie, dans l'océan Indien, mais aussi au nord de l'Amérique latine et autour du détroit de Malacca, en mer de Chine. Donc ça, voilà, c'est les 4 principales zones de piraterie, notez-les. Et on va se demander pourquoi ces zones-là. Alors le premier élément, c'est parce que ce sont des zones stratégiques. Il y a des routes maritimes majeures à ces endroits. On va les faire une par une, hein, mais regardez, ici vous avez le canal de Panama, 5% du commerce mondial. Ici, vous avez la route qui contourne l'Afrique, qui passe par le golfe de Guinée. En plus, il y a une grande production de pétrole. Ici, vous avez une zone extrêmement stratégique, puisque vous avez le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz, et aussi beaucoup d'exploitations pétrolières. Et ici, vous avez, le détroit de Malacca. Donc on est sur des zones très empruntées par de très nombreux navires. C'est logique, les pirates vont attaquer là où il y a, des choses à voler. Donc premier tiret, hein, pourquoi? Parce qu'il y a des zones stratégiques avec des routes maritimes majeures. Deuxième idée, deuxième tiret, eh bien, ce sont des zones qui sont proches de pays peu développés ou en conflit. Et ça a une conséquence forte, c'est qu'une partie de la population vit dans une certaine misère économique et donc se tourne vers la piraterie pour essayer de survivre. C'est ce qu'on disait sur la Somalie, c'est des pêcheurs, mais ils n'arrivent pas à survivre avec l'activité de la pêche et donc ils se tournent vers la piraterie.
Voilà, c'était le deuxième argument, des pays peu développés ou en conflit avec une population confrontée à la misère. Et troisième et dernier argument, troisième tiré, ces pays, sont souvent aussi peu puissants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une marine militaire, hein. Une marine militaire, c'est une flotte de guerre, c'est des bateaux de guerre suffisants pour sécuriser leurs côtes. Par exemple, bah, la Somalie ou le Nigeria, heu, n'ont pas la puissance maritime militaire pour sécuriser la totalité de l'espace. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est ce que vous avez vu dans le reportage, c'est qu'il y a des puissances étrangères qui vont intervenir, comme la France, pour essayer, de sécuriser le commerce, parce qu'elle a des intérêts commerciaux, ici. Ce qu'on appelle l'ingérence, si vous connaissez ce terme. Heu, donc il y a ça montre un des intérêts à développer, ces flottes militaires. Un autre intérêt de développer sa flotte militaire, c'est d'affirmer sa puissance. Et pour ça, c'est les États-Unis qui ont la flotte militaire la plus importante, parce qu'elle est présente, en fait, dans tous les continents. Sur cette carte, vous voyez en fait un découpage en plusieurs, morceaux, hein, qui découpe pour chaque océan en fait une partie de la flotte des États-Unis. Vous avez la deuxième flotte ici, la troisième flotte là, la quatrième, et cetera, et chaque flotte des États-Unis a une base dans chaque océan pour pouvoir intervenir à tout moment, partout sur terre. Donc c'est de loin la flotte militaire la plus importante. Mais il y a d'autres pays comme l'Inde ou la Chine qui développent aussi des marines de guerre fortes avec des bases militaires, hein, qui s'affirment comme des puissances maritimes. On l'a vu avec l'étude de cas sur l'océan Indien. Et donc la maîtrise et la surveillance des mers, c'est devenu un enjeu de puissance. Et on va terminer cette vidéo ici et vous aurez la troisième partie la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée.